La Coupe d'Afrique des Nations 2025 vient à peine de livrer son premier coup de sifflet et pourtant, elle est déjà fragilisée, non pas par un scandale sur le terrain, non pas par une polémique arbitrale, mais par une décision administrative silencieuse, tardive et lourde de conséquences. Le 15 décembre. C'est cette date que la FIFA a finalement retenue pour la libération des joueurs internationaux évoluant dans les clubs européens. Une date qui, sur le papier, peut sembler anodine, mais qui, dans la réalité d'un tournoi africain, change tout. Car la CAN 2025 débute le 20 et 1 décembre, ce qui laisse moins de 7 jours. Moins de 7 jours pour réunir des joueurs dispersés aux quatre coins du monde, moins de 7 jours pour voyager, récupérer, s'acclimater, moins de 7 jours pour préparer collectivement une compétition continentale majeure. À ce stade, il ne s'agit plus d'un stage de préparation. Il s'agit d'un assemblage d'urgence. Or, le règlement initial de la FIFA était pourtant clair, dans sa lettre, dans son esprit. Les joueurs devaient être mis à disposition des sélections dès le 8 décembre, soit une dizaine de jours pleins avant le début du tournoi. 10 jours, ce chiffre n'est pas anodin à la CAN. 10 jours, c'est le minimum vital, le temps nécessaire pour construire une ossature, pour répéter des sorties de balles, pour ajuster un pressing, pour créer une cohésion humaine dans des groupes souvent composés de joueurs qui ne se voient que quelques fois par an. En ramenant cette période à moins de 7 jours, la FIFA n'a pas simplement raccourci un calendrier, elle a amputé le cœur même de la préparation et le choc a été brutal. Car les staffs africains, eux, avaient anticipé, ils avaient réservé des hôtels, planifié des stages à l'étranger, loué des infrastructures, programmé des matchs amicaux, pensé des cycles de charges physiques précis. Tout cela avait un coût financier, logistique, humain. Et tout cela reposait sur une hypothèse simple, disposer de l'effectif complet dès le 8 décembre. Lorsque la décision est tombée, tardivement, presque en catimini, c'est tout un édifice qui s'est effondré. Des stages ont été annulés, des séances ont été compressées, des plans de jeu ont été simplifiés à l'extrême. Dans certains cas, les sélectionneurs savent déjà qu'ils n'auront que 3 entraînements collectifs avant leur premier match. 3. À ce niveau-là, c'est plus de la préparation, c'est de la survie. Et à la CAN, cette différence est fondamentale, car enlever une semaine de préparation à une sélection africaine, c'est pas un détail administratif, c'est pas un ajustement mineur. C'est toucher au projet sportif dans sa substance, c'est empêcher une équipe de se construire avant d'être jugée, c'est envoyer des joueurs au feu sans les outils nécessaires, c'est transformer les premiers matchs en loterie tactique. Et ce contexte explique une chose essentielle, la colère. Une colère froide, mais profonde. Très vite, les sélectionneurs ont pris la parole, non pas pour se plaindre, mais pour alerter. Gernot Rohr parle d'un manque de respect, un mot fort, pesé, réfléchi. Patrice Baumel va plus loin encore. Il parle de bricolage, de préparation factice, d'ersatz de stage. Ces mots ne sont pas exagérés. Ils traduisent une réalité simple. On ne prépare pas une Coupe d'Afrique des Nations comme un match amical. Et pourtant, c'est exactement ce que cette décision impose. Car cette date du 15 décembre ne tombe pas du ciel. Elle est le produit d'un rapport de force, d'un système, d'un arbitrage politique. Les clubs européens ont pesé de tout leur poids, par l'intermédiaire de leurs associations, par des pressions discrètes mais efficaces, avec un objectif clair, conserver leurs joueurs jusqu'au dernier match possible. Le calendrier domestique européen est dense. Chaque point compte. Chaque match télévisé pèse, lourd économiquement. Dans ce bras de fer, les clubs ont gagné. La FIFA, censée être l'arbitre suprême, a tranché en faveur des intérêts économiques dominants, en faveur de ceux qui ont le plus de poids institutionnel. La décision a été annoncée tard, sans véritable concertation avec les fédérations africaines, sans prise en compte des réalités logistiques du continent, et c'est là que le malaise s'installe. Car cette situation révèle une hiérarchie implicite, un message non dit mais parfaitement lisible. Quand il faut choisir entre la préparation sportive africaine et le confort des clubs européens, l'Afrique passe après, toujours la CAN doit s'adapter, encore, toujours. Elle doit se plier aux calendriers extérieurs, aux exigences commerciales, aux priorités des autres, et ensuite on lui demande d'être spectaculaire, compétitive, irréprochable. Ce paradoxe est au cœur de cette polémique, car on ne peut pas d'un côté exiger une CAN de haut niveau et de l'autre
priver les équipes du temps nécessaire pour s'y préparer. C'est pas une question d'émotion, c'est une question de cohérence et c'est précisément ce que cette décision met en lumière. La CAN 2025 commence donc avec un handicap structurel, un tournoi lancé dans l'urgence, des équipes incomplètes jusqu'à la dernière minute, des automatismes absents, des erreurs inévitables, pas parce que les joueurs ne sont pas bons, pas parce que les sélectionneurs sont incompétents, mais parce que le système ne leur a pas laissé le choix. C'est cette réalité que Canalis se devait de poser clairement, avant même que le ballon ne roule. Parce que comprendre Lacan, ce n'est pas seulement analyser les matchs, c'est aussi comprendre ce qui se joue avant le premier coup de sifflet. Lorsqu'on parle de préparation tronquée, le premier réflexe est souvent de penser au terrain, aux séances qui manquent, aux automatismes absents, aux schémas jamais répétés. Mais à la CAN, les conséquences vont bien au-delà du rectangle vert, car préparer une Coupe d'Afrique des Nations en moins de 7 jours, ce n'est pas seulement une contrainte sportive, c'est une mise en danger globale du projet. Sur le plan strictement sportif, l'impact est immédiat, visible, mesurable. Une sélection nationale, surtout africaine, ne fonctionne pas comme un club. Les joueurs viennent d'horizons différents, de championnats différents, de cultures tactiques parfois opposées. Certains évoluent en Europe, d'autres sur le continent. Certains jouent chaque week-end, d'autres sortent de périodes de banc ou de blessures. Le temps de rassemblement est donc fondamental, c'est là que tout se recolle, c'est là que le collectif se construit. En supprimant une semaine pleine de travail, on supprime en réalité la seule fenêtre où un sélectionneur peut réellement imposer sa patte. Les entraînements deviennent mécaniques. Les séances se résument à de la récupération, à des mises en place basiques, à des rappels de principes généraux. Il n'y a plus de place pour l'ajustement fin, plus de place pour les répétitions longues, plus de place pour les corrections individuelles. Les automatismes défensifs qui demandent du temps et de la répétition deviennent approximatifs. Les transitions offensives manquent de synchronisation. Les phases arrêtées pourtant décisives à la CAN sont bâclées. On entre dans le tournoi sans certitude, sans stabilité, sans confiance collective. Et dans ce contexte, la moindre erreur se paye cash. Les débuts de tournoi deviennent souvent chaotiques. Des équipes pourtant favorites peinent à entrer dans leur compétition. Les matchs sont fermés, tendus, parfois confus. Non pas par manque de talent, mais par manque de préparation. À la CAN, le premier match est capital, il conditionne la suite, il libère ou enferme. Or, ce premier match est désormais abordé dans un état de préparation proche de l'improvisation. Mais le terrain n'est qu'une partie du problème, car cette décision tardive a aussi un coût économique considérable. Un coût que l'on sous-estime souvent, mais qui pèse lourd sur des fédérations déjà fragiles. La majorité des sélections africaines avaient anticipé. Elles avaient réservé des hôtels pour des stages de 10 à 12 jours. Elles avaient loué des centres d'entraînement. Elles avaient programmé des matchs amicaux, parfois coûteux, parfois à l'étranger. Ces dépenses ont été engagées sur la base d'un calendrier clair, sur la base du règlement FIFA existant. Lorsque la date de libération a été repoussée, ces plans sont devenus caducs, des stages ont été raccourcis, des installations sont restées inutilisées. Des matchs amicaux ont été annulés à la dernière minute. Et ces frais, eux, ne disparaissent pas. Les hôtels sont payés, les transports sont réglés, les infrastructures ont été réservées. Pour certaines fédérations, cela représente des centaines de milliers d'euros jetés à la poubelle, dans un contexte où les budgets sont déjà contraints, où chaque dépense doit être justifiée, où le football doit parfois se battre pour exister face à d'autres priorités nationales. Cette décision crée donc une double peine sportive et financière. Et comme souvent, ce sont les plus fragiles qui en souffrent le plus. Les grandes nations dotées de moyens plus importants peuvent parfois absorber le choc. Elles disposent de staff élargi, de joueurs habitués aux grands rendez-vous, de structures plus solides. Mais les sélections intermédiaires, celles qui bâtissent leur progression sur la cohésion et le travail collectif, sont directement pénalisées. Le stress se reporte alors sur les joueurs, sur les remplaçants. Sur ceux qui doivent compenser l'absence de préparation par de la volonté pure, les erreurs individuelles se multiplient, les cartons tombent plus vite, les matchs se tendent. Et paradoxalement, ce contexte peut avantager certaines équipes, celles dont l'ossature est majoritairement composée de joueurs évoluant localement, celles qui peuvent se rassembler plus tôt. Celles qui dépendent moins des clubs européens, on assiste alors à un déséquilibre compétitif indirect,
non pas basée sur le mérite sportif, mais sur la localisation des joueurs. Ce n'est pas un scandale en soi. Mais c'est une distorsion. Une CAN devrait mettre toutes les équipes sur un pied d'égalité. Or ici, certaines partent avec un avantage structurel, d'autres avec un handicap imposé. Et pourtant, on continue d'exiger que le spectacle soit au rendez-vous. C'est là que le paradoxe devient criant. On affaiblit la CAN dans sa préparation, tout en lui demandant d'être intense, spectaculaire, irréprochable. Cette contradiction traverse toute l'histoire récente de la compétition, car ce problème ne date pas de 2025, il est récurrent, cyclique, structurel. À chaque édition, la même question revient. Quand organiser la CAN? L'hiver pose problème aux clubs européens. L'été pose problème aux conditions climatiques africaines. Il n'y a pas de solution parfaite, mais il y a des choix. Dans le cas du Maroc, ce dilemme a pris une dimension particulière. Le pays hôte souhaitait initialement organiser la CAN en été, pour des raisons touristiques, pour démontrer sa capacité organisationnelle. Pour s'inscrire dans une logique de vitrine continentale, ce projet a été refusé. La FIFA a demandé un tournoi hivernal pour éviter les conflits avec sa nouvelle Coupe du Monde des clubs. Pour préserver son propre calendrier, le Maroc a alors accepté des dates hybrides, à cheval entre 2 années civiles, dans un souci de compromis, mais ce compromis n'a pas apporté les bénéfices espérés. Les clubs sont restés mécontents. Les sélections se retrouvent privées de préparation. La CAN est à nouveau contrainte de s'adapter. C'est là que le malaise africain s'installe. Car dans les discours officiels, l'Afrique est célébrée, valorisée, mise en avant. Le président de la FIFA n'hésite pas à se présenter comme un ami du continent, à rappeler les investissements, à vanter le potentiel africain. Mais dans les décisions concrètes, la compétition reine du continent est traitée comme une variable d'ajustement. On lui demande de s'adapter aux autres, jamais l'inverse. Et c'est précisément ce décalage entre le discours et la réalité qui alimente la frustration. Peut-on parler de respect quand une compétition continentale démarre sans vraie préparation? Peut-on parler d'équité quand les règles existent mais ne sont pas appliquées dans l'esprit initial? Peut-on parler de valorisation quand les intérêts économiques extérieurs priment systématiquement sur la qualité sportive de la CAN? Ces questions ne sont pas polémiques, elles sont légitimes. Et elles dépassent le simple cadre de la CAN 2025. Car ce qui se joue ici, c'est la place du football africain dans la gouvernance mondiale. La CAN 2025 ne sera donc pas seulement une épreuve de talent. Elle sera une épreuve de résistance. Résistance des joueurs, privés de préparation optimale, résistance des staffs, contraints d'improviser, résistance des fédérations mises sous pression financière. Et malgré tout, le terrain tranchera, comme toujours. Mais il ne faudra pas oublier une chose, la CAN se gagne sur le terrain, mais elle se perd parfois dans les bureaux. Les premiers matchs diront beaucoup, ils diront quelles équipes ont su survivre à cette préparation sabotée, ils diront qui a absorbé le choc et qui en paie déjà le prix. Et la question restera posée au-delà de cette édition. Est-il normal que la FIFA traite la CAN comme une variable d'ajustement? C'est à ce débat-là que Canalys vous invite. C'est pas une question d'émotion, c'est une question de cohérence. Et c'est précisément ce que cette décision met en lumière. La CAN 2025 commence donc avec un handicap structurel, un tournoi lancé dans l'urgence, des équipes incomplètes jusqu'à la dernière minute, des automatismes absents, des erreurs inévitables, pas parce que les joueurs ne sont pas bons, pas parce que les sélectionneurs sont incompétents, mais parce que le système ne leur a pas laissé le choix. C'est cette réalité que Canalys se devait de poser clairement, avant même que le ballon ne roule. Parce que comprendre la CAN, ce n'est pas seulement analyser les matchs. C'est aussi comprendre ce qui se joue avant le premier coup de sifflet.